Ladies and gentlemen, thank you for being Mesdames here. et messieurs, merci de votre présence. Je suis ravie de vous accueillir. Alors, je ne vais pas faire de longs discours parce que nous avons beaucoup de travail à faire. Je voudrais vous remercier parce que c'est la première fois que vous vous réunissez ensemble et que vous vous exprimez en public ensemble. Et je crois que c'est une opportunité unique pour ce nouvel agenda pour le FMI et la Banque mondiale. Et c'est exactement ce qui est en jeu. Je voudrais remercier également William de sa présence ici ce matin. Merci pour cet échange. Oui, et d'ailleurs, vous allez commencer par jeter les bases de notre échange. Alors, je voudrais simplement dire quelques mots, parce que tout le monde a évoqué cet appel à action. Et donc, il nous faut travailler d'arrache-pied au cours de ces 2 jours pour que nous ayons des chiffres, des engagements, des calendriers, etc. Parce que sinon, vous voyez, on ne peut pas simplement nous quitter avec de simples mots et des discours. Et je crois que William dira ça encore plus fort que moi, parce qu'évidemment, on peut avoir de beaux discours, mais il faut également l'éducation, l'alimentation, la sécurité, etc. Il y a 2 ans, nous avons déjà commencé à parler de la réaffectation des DTS. Nous nous sommes engagés à en affecter 100 milliards de plus. Et je voudrais que nous fassions le point aujourd'hui des engagements, des vrais engagements, pas soumis à telle autorisation et peut-être sous réserve 2, etc., etc. Non, je voudrais savoir combien de véhicules, combien de contrats nous avons négociés et avec quel pays et combien nous pouvons envisager. Ça, c'est le premier point essentiel. Deuxièmement, l'IDEA est un instrument, un véhicule très important. Il y a eu évidemment une reconstitution des réserves. Comment faire plus encore? Comment mieux coordonner le travail entre le FMI et la Banque mondiale et optimiser les synergies? Et enfin, je parlerai du secteur privé. Ce sont les 2 leviers que nous avons. Le premier levier avec les banques régionales. Où en sommes-nous? Comment optimiser les choses? Parce que nous pouvons multiplier certainement les flux par 4 ou 5. Et le deuxième levier, c'est le secteur privé. J'insiste particulièrement sur cette question-là. En 2021, nous avons lancé cette alliance pour l'entrepreneuriat privé avec des réunions très importantes en Afrique, mais pouvons-nous faire le point? Où en sommes-nous aujourd'hui? Marc sera là à la fin de cette séance pour parler du secteur privé. C'est vraiment un point important. Donc moi, je vais faire les calculs très honnêtement, parce que nous avons une structure. Il faut réformer la structure, l'architecture. Il faut que nous exposions davantage nos bilans, nos finances publiques, mais il faut également encourager d'autres investissements parce que tout le monde a fait de très beaux discours, mais il faut atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Ça n'est pas le cas pour le moment. Alors, je ne vais pas m'étendre davantage pour l'introduction. De toute façon, vous avez la parole et merci encore à la Fondation Gates d'être présente ici et merci pour tout le travail que vous faites pour nous. C'est formidable. C'est formidable que tout le monde soit ici dans la salle. Vous nous avez réunis, Monsieur le Président, Monsieur Macron. Alors, malheureusement, ça n'est pas aussi facile pour moi. Alors, je vais vous dire qu'au cours des 20 dernières années, j'ai eu énormément de chance. J'ai eu la possibilité de parcourir le monde, comme chacune d'entre vous. J'ai rencontré des familles dans le monde entier et on nous parle des crises que nous rencontrons. Et avoir un ensemble de dirigeants qui se réunissent et disent « nous allons agir concrètement » et réunir autour de la table les gens qui doivent être autour de la table, c'est très important. Et c'est le cas, les 2 institutions, Monsieur le Président, Monsieur Ruto, votre voix, vous nous dites il faut que nous aidions les pays du Sud. Le moment est venu que les institutions nous représentent vraiment tous. Je crois que c'est absolument indispensable et c'est pour ça que nous sommes réunis ici.
Alors, lorsque je regarde les choses évoluer, eh bien, il faut s'occuper du climat et du développement. On ne peut pas choisir l'un ou l'autre. Et lorsque nous parlons de développement, il faut parler des femmes. Parce que si vous n'incluez pas les femmes, eh bien, nous n'arrivons pas aussi loin que nous souhaitons et nous ne profiterons pas d'éléments comme la dividende démographique que nous avons dans de nombreux emplois comme l'Afrique. Et c'est une vraie opportunité. Les trois choses qui, me semble-t-il, doivent être réalisées sont les suivantes. D'abord, comment réformer le système? Comment faire en sorte qu'il soit plus efficace afin que les pays du Sud puissent mieux l'utiliser? Comment mettre en œuvre la restructuration de la dette qui est nécessaire? Comment la mettre en œuvre rapidement? Parce que les ministres des Finances que j'ai rencontrés au printemps du Madagascar, du Sud-Soudan, d'Éthiopie m'ont dit « Moi, j'essaie de faire un choix, de faire l'arbitrage entre le climat et ce qui se passe aujourd'hui. Les deux cyclones qui ont touché Madagascar, qui ont détruit les exploitations agricoles. Comment faire? Est-ce que je prends l'argent qui devait être consacré à l'éducation, à la santé? Non, pas du tout. Et pourtant, ce sont les choix qu'ils doivent faire. Il faut poursuivre les investissements dans l'éducation parce que sans cela, vous n'arriverez jamais à avoir cette population jeune qui est courageuse, ambitieuse, qui a envie de travailler, qui a envie de faire partie de l'économie mondiale. Mais on n'y arrivera pas, ils n'y arriveront pas si en même temps vous n'opérez pas cette transition écologique qui est nécessaire. Donc il faut à la fois que ce soit plus efficace, il faut s'atteler à la question de la dette maintenant, et je sais que le FMI et la Banque mondiale s'y engagent, Kristalina et AG, mais il faut également travailler tous ensemble. Alors les organisations philanthropiques font partie de l'équation. Nous travaillons avec les institutions, mais nous ne pouvons pas tout faire. Mais l'argent, les flux financiers dans le monde passent par le FMI, par la Banque mondiale. Alors nous, en tant qu'organisation, qu'association, nous allons continuer à investir là où nous pouvons avec toutes les banques multilatérales de développement. Mais je pense qu'il faut également que nous en appelions aux pays les plus riches à faire en sorte que ces institutions soient plus populaires. On ne peut pas faire en sorte que l'APD baisse. En fait, l'APD augmente en 2022 dans le monde, mais par contre, il a baissé pour l'Afrique parce qu'on dépense davantage pour faire face à la crise mondiale liée à la guerre en Ukraine. Et ça n'est pas possible. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde où nous n'aidons pas tout le monde à sortir de la pauvreté. Et je dirais qu'à mesure que nous nous approcherons de la fin de ce siècle, 10 des plus grandes villes du monde seront sur le continent africain. Donc c'est un dividende démographique qui est entre nos mains. Est-ce que nous investissons de la bonne manière, la manière dont le président Ruto dans les pays du Sud nous le dit? Ils ont besoin d'investissements et pourtant ils sont très en avance pour des infrastructures, pour la téléphonie mobile par exemple. Il y a encore beaucoup à investir bien sûr en Afrique pour réaliser les adaptations nécessaires pour notamment gérer la dette comme le Fonds pour le dérèglement climatique, mais également pour créer des emplois de l'avenir pour qu'il n'ait pas à passer par toutes les étapes par lesquelles nous sommes passés dans les pays à haut revenu. Et à mesure que nous analysons l'avenir et ce que pourrait être l'avenir dans les économies, eh bien, ça touchera nos vies, à chacun, à chacune, et ça touchera à chaque homme, chaque femme, tout particulièrement les femmes. Donc, je suis très fière de tous les dirigeants qui sont venus, qui ont répondu à l'invitation du président M. Macron. Je crois que les pays du Sud sont très bien représentés, notamment par le G20. Et vraiment, il faut que nous agissions tous ensemble. Merci. Et je suis ravie de pouvoir vous entendre et discuter avec vous. Merci. Thank you, Melinda. Perhaps I give the floor first to Kristalina and to Angie for, Merci beaucoup, Melinda. Je vais donner la parole à Kristalina Georgieva et à Ajay Banga, et William en plus tard pourra répondre aux requêtes, aux questions. Merci beaucoup, Emmanuel, de nous apporter votre énergie et d'avoir invité Ajay pour la première fois à son nouveau poste. Et nous avons déjà été sur cette estrade précédemment. Nous avons parlé avec Melinda de l'autonomisation des femmes et de l'inclusion financière des femmes, et je suis sûre que nous allons être des partenaires efficaces. Alors, innovation pour le nouveau président de la Banque mondiale.
Alors, d'entrée de jeu, je souhaiterais dire que notre institution a été créée en 1944-45, et le monde a totalement changé depuis lors. Au début, il y avait 99 pays. Maintenant, le nombre a plus que doublé. Nous 119 membres dans notre institution, et la Banque mondiale comme le FMI sont deux institutions totalement différentes. L'économie mondiale, mesurée en termes de PIB, a augmenté de plus de 10 fois, a été multipliée par plus de 10. Et si l'on calcule, cela veut dire que en moyenne, le revenu par tête a plus que triplé. Donc, le monde où nous vivons est plus riche, mais avec des déséquilibres énormes. Tout d'abord, là où est la jeunesse, c'est une région, et là où est le capital, c'est une autre région. Je pense qu'il faut amener les capitaux là où vit la jeunesse. Et de cette manière, nous allons améliorer la stabilité mondiale et les perspectives de croissance. Deuxième sujet, le climat. Les sources d'émissions, historiquement, sont dans les économies avancées, les économies de marché. C'est quand même là que les problèmes sont nés. Et qui subit le plus d'impact? Eh bien, malheureusement, les pays qui ne sont absolument pas coupables, qui n'ont rien fait pour créer ce problème. Nous devons trouver un moyen de construire des ponts afin de contribuer à redresser ces déséquilibres. 3, capacité financière. Il faut gérer un monde qui est en pleine évolution et très vulnérable au choc, et plus dans certains pays que dans d'autres. Et c'est là où nos institutions ont une responsabilité énorme à assumer afin de mieux gérer le monde d'aujourd'hui, mais également le monde de demain. Et pour la banque, comme pour le FMI, cela veut dire qu'il y a une priorité. La priorité, c'est de changer notre approche. Changer la façon dont nous pensons. Et c'est la manière dont nous allons mettre en œuvre notre mandat. Cette façon doit être changée pour le fonds macroéconomique, stabilité financière, croissance et emploi. Ça, ce sont les objectifs. Mais pour mettre en œuvre cette mission dans le monde où nous vivons avec tous ces déséquilibres, nous devons adopter une approche beaucoup plus globale en ce qui concerne la résilience des populations qui doivent être éduquées, nourries avec une bonne protection sociale. La résilience, pas seulement du secteur bancaire, mais des sociétés et des populations. Parce que quand les sociétés sont inéquitables, injustes, on ne peut pas fournir une aide correcte de la part de nos institutions. Et si nous adoptons cette approche plus globale, plus exhaustive, il s'agit de savoir comment nous allons fonctionner, quelles sont les priorités que nous allons fixer, quels sont les instruments que nous allons utiliser. Priorité? Eh bien, de toute évidence, priorité absolue pour la banque et pour le FMI. Il s'agit de mobiliser davantage de financement et de dons concessionnels à cause de ces déséquilibres. Notre bilan en la matière, nous avons ce fonds de croissance et de réduction de la pauvreté. Nous avons presque obtenu les ressources demandées. Les montants sont plus élevés. Les taux d'intérêt ont augmenté. Donc, effectivement, la concessionnalité revient plus cher. En ce qui concerne les subventions, 1,2 milliard de dollars. Et je lance un appel aujourd'hui. Réduisez le fossé. Supprimez les écarts. Nous allons aller au Maroc pour notre réunion annuelle. Pour la première fois depuis 50 ans, notre réunion va se dérouler sur le continent africain et nous allons trouver des résultats pour l'Afrique, ce qui signifie que le FMI doit absolument obtenir des résultats en matière au niveau du PRGT. Nous pouvons
promettre que les pays qui ont des fortes réserves et qui ont reçu des SDR, des droits de tirage spéciaux, des TS, eh bien, ils devraient les rendre aux institutions multinationales pour que celles-ci puissent les donner à d'autres. On a fixé un objectif 100 milliards. 100 milliards. Je crois que Bruno Le Maire va faire une annonce en la matière. Et oui, ça y est, nous avons ces 100 millions, nous avons atteint l'objectif. Et Emmanuel nous a prêté main forte puisqu'il a promis 20%, ensuite il est monté à 30%, maintenant 40%. Alors, vous avez dit que, bien sûr, les engagements, les promesses, c'est bien beau, mais les actions, c'est mieux. Et actuellement, nous avons 60 milliards de ces engagements qui ont été fournis pour le Fonds de croissance et de résilience et au PRGT, la Facilité pour la croissance et la réduction de la pauvreté, au FMI. Nous avons fixé l'objectif de 40 milliards et je suis ravie de vous annoncer que nous en avons 41 milliards. Nous avons dépassé l'objectif et aujourd'hui, je saisis cette occasion pour vous dire que l'objectif sera maintenant de 60 milliards, parce que maintenant nous savons comment procéder. Et grâce à Emmanuel Macron, nous allons pouvoir accorder une aide à d'autres pays l'année prochaine. Petite anecdote en passant, le RST existe et il s'agit donc du Fonds de résilience et de développement durable. Eh bien, je peux vous dire que ça a été difficile par le passé. En même temps, aujourd'hui, pour la première fois dans notre histoire, nous offrons un financement à long terme à 20 ans et nous fournissons un financement également aux pays vulnérables à revenus intermédiaires. Nous avons cassé le plafond de verre puisque le financement concessionnel n'existait que pour les pays à bas revenus. Maintenant, ils existent pour les pays à revenus intermédiaires. Et nous l'avons fait ensemble. Et je voudrais remercier AG et la Banque mondiale. C'est grâce à la Banque mondiale et à ses analyses, le rapport sur le développement et le climat par pays, c'est grâce à ces rapports que nous avons pu mettre sur pied ces programmes d'aide aux différents pays. Et aujourd'hui, nous avons publié un communiqué de presse. Comment est-ce que ces fonds de résilience et de développement durable peut être connectés au FMI, à la Banque mondiale, à d'autres institutions, à la Banque des développements interaméricaines? Comment est-ce que nous avons agi ensemble? Comment est-ce que nous avons procédé pour atteindre nos objectifs? Et en conclusion, je dirais qu'au sein du FMI, nous savons que le revenu par tête a augmenté, a été multiplié par 3. Mais c'est un petit peu l'histoire des moyennes statistiques. C'est-à-dire que si on a la tête dans le four et les pieds dans le frigo, bon, vous avez froid et vous avez chaud, mais pourtant votre température est une température moyenne. Donc, si nous ne redémarrons pas le moteur de la convergence, les gens qui ont des revenus les plus bas ne pourront pas voir leurs revenus augmenter. Peu importe ce qu'est le revenu moyen. Et si nous prenons en compte ces revenus moyens, il y aura des pays à bas revenus qui seront laissés de côté. Nous ne souhaitons pas cela. Très bien, merci Kristalina pour ces
pour ces mots. Pour une banquière, c'était pas si mal. Merci beaucoup. C'est vrai que ça fait longtemps que nous nous sommes rencontrés, notamment avec Gillian Tett, une journaliste à New York, et Kristalina. Nous parlions des gouvernements, la gouvernance, de l'inclusion financière. Moi, je pense que les jeunes et les femmes sont l'avenir de notre planète. Je pense que nous n'avons pas assez avancé, que ce soit pour la jeunesse ou les femmes. Et je pense qu'il faut absolument que nous attelions à cela sérieusement. 50% de la population est féminine. Imaginez tout le potentiel que nous pouvons libérer si nous les impliquons. Et leur vie va changer parce que les femmes, imaginez ce que les femmes pourront faire pour leurs enfants. Il y a un effet multiplicateur. Et deuxièmement, je pense que les jeunes ont besoin et nous demandent un comportement qui soit différent de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Les pays du Sud sont pleins de jeunes, on l'a dit, je l'ai dit en ouverture, et je crois que c'est un dividende démographique si les choses évoluent pour les jeunes. Et l'une de ces choses, c'est la qualité de vie, la santé, l'éducation, ce que Melinda appelle le capital humain. Lorsque nous nous sommes rencontrés l'autre jour, elle m'en a parlé. Et je crois que c'est aussi un accès à l'eau propre, à l'alimentation, des choses que nous pensons étendues. Et lorsque ces jeunes vont grandir, ils ont besoin d'avoir un emploi. Et vous êtes des hommes et des femmes politiques, tous les deux. Vous savez que la seule raison pour laquelle vous pouvez être élu, c'est si vous arrivez à améliorer la qualité de vie et les emplois. C'est ça l'argument pour être élu. Et si on ne travaille pas sur la création d'emplois, on aura une bombe à retardement dans les pays du Sud. Moi, je suis made in India, comme dirait le Premier ministre Modi, parce que j'ai grandi là-bas. Et puis, lorsque j'avais la trentaine, je suis venue en Europe, à Bruxelles, à Londres, puis je suis allée à Hong Kong. Et ce que je sais, c'est que sans les pays du Sud, eh bien, nous sommes tous grillés parce que l'avenir vient de ces pays. Donc, je pense qu'il faut absolument nous concentrer sur la jeunesse et sur les femmes. C'est le premier élément. Et je suis convaincue du fait que l'on peut le faire en leur accordant une meilleure qualité de vie et en créant des emplois parce que c'est la meilleure manière de tuer la pauvreté. Deuxième point, et j'en reviens aux commentaires de Kristalina sur le four. Moi, ce que je pense, c'est que la tête, c'est la structure de gouvernance de ces institutions. Elles ont été conçues pour une autre époque. Elles doivent évoluer. Les représentants viennent à la Banque mondiale. Bien sûr, ils doivent représenter le point de vue de leur pays. Mais je pense que nous avons un combat plus vaste et plus grand à mener. On en a parlé, c'est l'emploi, la qualité de vie pour tout le monde. Kristalina l'a expliqué. C'est cela, notre combat. Et actuellement, ça n'est pas le cas. Parce que au niveau multilatéral, il y a une division, il y a une défiance. Et je l'observe dans mon institution au quotidien. Et ça rend les choses très difficiles pour les membres de mon conseil et pour moi et pour d'autres. C'est la raison pour laquelle il faut que nous travaillions sur cette question-là. Troisième point, les idées. Moi, je pense que dans tout ce processus de réforme dont nous parlons pour la Banque mondiale et les autres institutions, mais surtout la Banque mondiale, nous avons oublié un certain nombre de points parce que les pays du Sud pensent que tout ce qui nous importe, c'est la recapitalisation des banques de reconstruction et développement et ça va pour les pays un revenu intermédiaire ou ceux qui ont les moyens de payer les choses. Mais la réalité, c'est que la plupart des pays du Sud connaissent une plus grande difficulté que cela. C'est ce que l'a dit le président Ruffo d'ailleurs. Et d'ailleurs, il hésitait à soutenir ma candidature, mais finalement, il l'a fait. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que c'est absolument important. Il m'a appris à quel point les pays du Sud devaient être impliqués dans cette réforme. L'IDA a eu une reconstitution de ses réserves de 93 milliards de dollars. Et si on est arrivé à 93 millions, c'est parce que
qu'on a étudié la question du bilan. Et si vous vous intéressez à la question des notations AAA, eh bien, il faut regarder ça de près. La prochaine fois que nous ferons un exercice de reconstitution des réserves de l'IDA, il faudra aller plus loin que ce qui a été fait jusqu'à présent, 2,4 milliards. Et par ailleurs, il y a la question de la pandémie qui a décimé des populations, et nous allons nous trouver dans une situation plus difficile au cours des prochaines années en raison de cette pandémie. Et c'est la raison pour laquelle il faut que nous arrivions à lever davantage de fonds pendant cette période avant d'arriver à une reconstitution des réserves. Alors j'ai confiance, vous allez réussir à lever les fonds. Je ne suis pas ici pour plaider pour du capital, mais je veux que l'on comprenne bien que l'IDA, c'est le véhicule le plus important, l'instrument le plus important de financement pour les pays du Sud, en tout cas à leurs yeux. Et puis le secteur privé, vous l'avez évoqué, le président Ruto, nous en avons parlé ensemble parce qu'il était clair sur l'ambition qu'il avait, à savoir impliquer le secteur privé. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, il y a un pays avec 90% et plus d'énergie renouvelable, géothermique notamment, financée par la Banque mondiale, avant que le géothermique soit à la mode et que l'on parle du dérèglement climatique. Et si on souhaite vraiment tenir compte et profiter de la chaîne d'approvisionnement. Et puis vous savez, les pays qui s'intéressent à leur notation devraient peut-être se dire, je devrais aller au Kenya parce qu'il y a un avantage concurrentiel pour les textiles et puis d'autres secteurs. Je vous donne simplement quelques exemples, il y en donnera d'autres. Et je pense que de nombreux pays pourraient profiter d'avoir une chaîne d'approvisionnement propre comme celle du Kenya. Qui peut se prévaloir de cela? Donc je pense qu'avec le secteur privé, nous avons des clés aussi. Et puis pour ce qui est du financement par le secteur privé, est-ce que vous m'accordez 2 minutes de plus? Alors, je pense à deux types de fonds. Alors d'abord, le montant pour les subventions dans le monde développé, industrialisé, bien sûr, pour les énergies fossiles, on en a parlé, mais également pour les pêcheries et l'agriculture. Moi, je n'essaye pas de faire une déclaration politique ici. Ce que je veux dire, c'est que ces subventions ne sont pas toujours alignées avec les objectifs d'une baisse des émissions, un climat plus favorable, un meilleur monde. Mais ce sont des points qui sont sensibles d'un point de vue politique. Donc, je suis bien conscient. Et vous faites face à cela au quotidien. D'ailleurs, je vous félicite. Bravo pour votre courage. La réalité est que ces subventions pour être utilisées pour faire des choses bien plus intéressantes en matière de développement et de climat. C'est une question politique, bien sûr. On ne va pas réussir à la régler facilement, mais sans réforme politique, espérer que d'une manière ou d'une autre, nous trouvons une solution, nous allons trouver des milliers de milliards de dollars, c'est compliqué pour moi. Deuxième point important, et quand on parle de la tarification du carbone, du marché carbone, il y a énormément de potentiel parce que les pays du Sud sont bénis des cieux avec beaucoup de vent, beaucoup de soleil. Et s'ils pouvaient l'utiliser pour obtenir de l'hydrogène vert, de l'hydrogène propre, eh bien, ils pourraient profiter de crédits carbone. Et là, on aurait une autre solution pour les aider financièrement. Et troisièmement, il y a le secteur privé. Et vous le savez, nous allons annoncer quelque chose d'intéressant avec vous dans quelques temps. Mais enfin, on en reste là pour le moment. L'idée, c'est que le secteur privé fait face à des risques sur les marchés émergents en matière d'investissement. C'est la raison pour laquelle il n'y va pas. En fait, il n'y a que 15-20% des investissements dans les pays émergents pour l'énergie viennent du secteur privé, tandis que dans les pays industrialisés, 80% de ces investissements viennent du secteur privé. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Ce n'est pas parce que le secteur privé ne s'intéresse pas aux renouvelables dans les marchés émergents. Non, c'est simplement parce qu'ils ne savent pas comment couvrir les risques. Il faut rendre des dividendes aux actionnaires. Et c'est la raison pour laquelle il faut que nous soyons bien conscients de la nécessité de faire en sorte que le secteur privé puisse prendre les risques nécessaires pour cela.
Et il faut baisser un certain nombre de risques. Bon, et je pense aux questions de bilan. Ça signifie qu'il y aura des pertes pour certaines entreprises. Et lorsqu'ils seront en situation de perte, dans quelle mesure est-ce que les actionnaires seront prêts à absorber ces pertes? Et je pense même à la fondation Bill et Melinda Gates, vous en avez parlé tout à l'heure, ou alors par des pays comme les nôtres. Si on fait cela, eh bien à ce moment-là, je pense qu'on sera dans un tout autre débat. Alors je vous parle des risques. Ça peut être différents types de risques, politiques, macroéconomiques. Et la banque peut vous l'aider. Elle l'a dit, le CCDR a beaucoup d'acronymes et je suis convaincue qu'il y a un vice-président en charge des acronymes quelque part à la banque. Alors moi, je vais essayer de voir si je peux m'en débarrasser parce que ma vie se portera bien mieux. En tout cas, le Country Climate and Development Report, rapport pays, climat et développement, CCDR, elle connaît mieux les acronymes que moi. Oui, donc ce rapport-là dont Christina parlait, c'est un rapport qui est essentiel pour bien gérer nos engagements. Si les pays qui s'engagent sur une trajectoire très claire vers la transition écologique, même si cela évolue au niveau politique, avec un cadre politique que le secteur privé pourra comprendre, eh bien, ce sont les pays qui vont attirer les investissements, tout comme les abeilles recherchent le miel, eh bien, les investisseurs rechercheront ces pays-là. Donc, il faut absolument prendre les bons engagements et se lancer dans la transition écologique. Et je pense que nous pouvons vous aider à le faire parce que nous savons comment faire. Nous avons l'expertise, nous avons bien sûr les connaissances, mais nous pouvons également aider à encourager le secteur privé en faisant partie de la solution, en travaillant sur la question des risques, afin que des personnes comme le président Ruto comprennent qu'il a bien fait de me soutenir. Merci. Merci, Angie. Precisely, President Ruto, William, what is your view? Alors, Président Ruto, William, que pensez-vous de cette situation? Quelles sont vos attentes pour les prochaines années au niveau des institutions mondiales et comment est-ce qu'on peut vous aider dans votre pays et au niveau de l'Union africaine? Merci beaucoup. Merci aussi d'avoir eu la hardiesse, l'audace de convoquer cette réunion et nous sommes ici. Nous avons répondu à votre invitation. D'une part, je souhaiterais dire j'ai entendu ma sœur Kristalina et Angé Banga. Nous avons d'excellentes relations avec la Banque mondiale et nous avons d'excellentes relations avec le FMI et ces deux institutions nous ont beaucoup aidés. Je voudrais saisir cette occasion pour les remercier. Mais je suis conscient du fait que Angé Banga et Kristalina doivent faire leur travail et doivent rendre des comptes à ce qu'on appelle les actionnaires. Ce ne sont pas eux qui ont le dernier mot, c'est quelqu'un d'autre qui a le dernier mot. Et c'est pourquoi pratiquement tous nous sommes sur la même longueur d'onde, parce que nous sommes tous dans la même situation. Il y a des gens qui ne sont pas ici, mais qui prennent les décisions finales. Et nous avons là une situation spécifique dont je voudrais parler. Du point de vue du Kenya, de notre continent et des pays du Sud, et notre continent africain. Nous avons besoin de davantage d'égalité, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin d'argent frais de la part des agences, nous avons besoin de compétences. C'est là la situation. Alors comment est-ce que nous allons obtenir tout cela, étant donné la situation qui prévaut actuellement? Eh bien, j'ai écouté M. Guterres ce matin. Nous obtenons des ressources de développement qui nous coûtent 8 fois plus que pour d'autres. Nous avons des ressources insuffisantes, de toute façon. Et ces ressources nous arrivent très lentement. Alors, comment est-ce que nous pouvons donner un sens à ce sommet que mon frère Emmanuel Macron a convoqué? Eh bien, voilà notre position. Si vous voulez être aidé au niveau de la dette, si vous voulez obtenir des capitaux, si vous voulez obtenir de l'argent frais, nous sommes ici et nous devons nous mettre d'accord sur une chose. Comme l'a dit M. Guterres, 500 billion
Essayons de trouver 500 milliards d'argent frais. Mais si nous le distribuons comme nous l'avons fait des droits de tirage spéciaux, nous n'arriverons pas à un résultat concret. Pour les droits de tirage spéciaux, nous avons eu 33 milliards de dollars sur notre continent de 1,2 milliard de personnes. L'Europe, 450 000 habitants, a reçu 5 fois plus. 5 fois plus que ce que nous avons obtenu. Alors, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le secrétaire général des Nations Unies qui le dit. Nous avons eu 13 fois moins en tant que demandeurs que l'Union européenne, à cause de l'architecture monétaire et financière qui existe actuellement, l'architecture actuelle qui prévaut en matière de système financier. C'est extrêmement injuste. C'est d'une injustice criante. Alors, voilà ce que nous disons. Mes chers amis, essayons de nous mettre d'accord. L'argent que nous sommes supposés payer au cours de la décennie prochaine pour rembourser notre dette, eh bien, convertissons ce remboursement en emprunt nouveau. Emprunt nouveau à 50 ans, avec une période de grâce de 20 ans. Vous n'aurez pas de problème en ce qui concerne votre note AAA, vous continuerez à en bénéficier. Vous n'aurez pas de problème avec vos actionnaires parce que vous n'avez pas donné de l'argent. Vous avez juste changé l'organisation de la dette et nous obtenons des liquidités. Nous l'obtenons rapidement et nous pouvons développer nos pays. Pour le Kenya, par exemple, nous payons 10 milliards de dollars chaque année pour le service de la dette. Si j'avais 10 milliards de dollars chaque année pour le développement du Kenya, au lieu de pour le remboursement de la dette, eh bien, cela transformerait radicalement notre situation. Voilà ce que nous demandons. Voilà ce que nous disons. Essayons de trouver une solution pratique, ici, aujourd'hui, pour que l'année prochaine, je n'aie pas à débourser 10 milliards de dollars pour rembourser la dette. Cette dette aura été rééchelonnée et je rembourserai dans 20 ans et j'aurai 30 années pour rembourser cet argent. Et cet argent sera disponible pour construire des routes, pour la santé, pour l'eau, pour l'éducation de notre peuple. Ça fera toute la différence. Nous aurons obtenu un résultat concret lors de cette conférence. On peut discuter de la gouvernance, on peut discuter de la réforme, on peut discuter de la transformation au sein des institutions financières internationales. Ça prendra beaucoup de temps. Là, nous parlons de dettes que nous devons déjà rembourser. Et nous devons déjà beaucoup d'argent. Et c'est pour cela que je dis, recevons cet argent que nous n'aurons pas à rembourser pendant 20 ans et cela fera toute la différence. Deuxièmement, soyons un petit peu énergiques en ce qui concerne le financement des événements climatiques. En 2015, nous sommes tombés d'accord. En ce qui concerne les émissions, nous avons décidé de réduire de 45% les émissions d'ici 2030 et net zéro d'ici 2050. Est-ce que l'on va dans cette direction? Mais pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis l'accord de Paris, en 2015, les pays en voie de développement ont essayé, parce qu'ils ont eu les ressources. Émissions en Europe, moins 20%. Pays de l'OCDE, moins 12%. Qu'est-ce qui s'est passé en ce qui concerne les restes du monde? Eh bien, les émissions ont augmenté de 27%. Le monde entier a vu ses émissions augmenter de 17%. Tous pays confondus. Et l'année passée, nous avons dépensé 950 milliards de dollars pour les combustibles fossiles.
et nous n'avons dépensé que 500 milliards de dollars pour les énergies renouvelables. C'est-à-dire que la trajectoire vers net zéro n'est pas très positive. En fait, nous régressons, nous n'avançons pas. Que pouvons-nous faire? Nous devons bien décider de ce que nous voulons faire. Notre position est la suivante. Il y a une sorte de compétition entre les intérêts nationaux et le bien mondial. Une compétition entre l'intérêt national et le bien mondial. Et dans ce cas, c'est les internationaux qui sont vainqueurs. Monsieur Macron est un homme politique et pour lui aussi, les intérêts nationaux seront pris en considération en premier. Nous avions une promesse de 100 milliards de dollars. Et bien, en fait, chaque responsable politique rentre chez lui et dit « Oui, il y a un problème mondial en ce qui concerne le dérèglement climatique. Il faut des ressources pour régler ce problème. » Et les gens disent dans le pays « Mais ce n'est pas vraiment notre problème, c'est un problème mondial, ce n'est pas un problème national. » Et c'est pourquoi nous avons absolument besoin d'un nouveau mécanisme financier. Nous avons absolument besoin d'une nouvelle institution financière mondiale. Il n'est pas possible de régler un problème mondial en utilisant des institutions nationales ou des institutions qui sont soumises ou qui obéissent à des intérêts nationaux ou des institutions qui obéissent à des intérêts des actionnaires. Alors, comment allons-nous procéder? Voilà notre proposition. Il y a désormais 4 propositions sur la table. Ma sœur, ici présente, de FMI, et d'autres d'ailleurs intervenants, d'autres intervenants et intervenantes ont précisé qu'il fallait utiliser le la proposition qu'on a faite au G20, je ne me souviens plus du nom, où l'on a dit que les pays les moins développés payent 25 $ américains. Alors, carbon pricing flow, le flux de tarification du carbone. 25 $ pour les moins développés, 50 $ par tonne de carbone et 75 pour les plus développés. En supposant que nous soyons d'accord sur cette proposition, pour les pays du Sud, nous sommes prêts à payer notre part. Les pays du Sud sont prêts à payer. Nous ne souhaitons pas être des parasites. Tout un chacun devrait payer. Et nous devrions payer les entreprises, les pays du Sud, les consommateurs, les pays du Nord. Tout le monde devrait participer. Si nous empruntons cette direction, nous devrions être en mesure, même si nous utilisons les 25 $ par tonne de carbone, nous devrions être en mesure de lever 870 milliards par an. Deuxième proposition, le Parlement européen a déjà adopté une loi appelée la taxe sur les transactions financières. Et 15 milliards d'impôts seraient levés chaque année en Europe. Si nous mondialisions cette taxe, ce serait une bonne idée. Nous aussi, nous voulons payer une taxe de transactions financières sur notre continent. En effet, ce n'est pas un problème uniquement pour le Nord ou uniquement pour le Sud. Il y a eu une compétition parfaitement ridicule entre les pays du Nord et les pays du Nord. Tous les pays du Nord et les pays du Sud sont en concurrence et c'est ridicule. Cela nous concerne tous et nous devons trouver une solution en étant solidaires. Alors, moi, ce que je propose, mondialisons cette taxe sur la transaction financière. Quel est le montant qui serait levé? 650 milliards de dollars chaque année. Eh bien, également, explorons la possibilité de la taxe sur les voyages aériens, la taxe sur le combustible maritime, dans le secteur maritime. Et ça, ce sont des solutions mondiales. Parce que si nous continuons à procéder de la manière dont nous avons procédé jusqu'alors, c'est-à-dire de renvoyer la balle dans le camp adverse, eh bien, nous n'allons jamais nous en
retirer. Et nous allons nous pourrons lever entre 1,5 et 2 trillions de dollars par an si nous adoptons cette proposition que nous pouvons sécuriser. Et c'est l'argent, c'est le montant dont nous avons besoin. Nous en avons besoin pour respecter les réductions souhaitées à 2030 et à 2050. Le net zéro est à l'horizon 2050. Nous avons besoin de lever 9,2 trillions de dollars par 1,5 milliard de dollars par an. Voilà ce que nous pouvons faire et nous pouvons régler le dérèglement climatique en utilisant un mécanisme universel mondial qui n'obéit pas à des intérêts nationaux, qui n'obéit pas à des intérêts des actionnaires et auquel nous pouvons tous contribuer. Le dérèglement climatique est un problème mondial. Nous avons besoin d'une approche mondiale, d'un financement mondial et d'institutions mondiales pour nous permettre d'essayer de lutter contre le dérèglement climatique. Enfin, est-ce possible d'atteindre cet objectif? Eh bien, moi, je dirais oui. Comment? Je vais vous donner 2 exemples. La Charte des Nations Unies a été négociée par 50 pays en 2 mois. 2 mois, c'est court. Les 2 institutions où Ajay Banga et Kristalina travaillent ont été créées à Bretton Woods, une petite ville, par 744 délégués de 44 pays, lors d'une discussion qui a duré 3 semaines. Il y a un certain nombre de mois avant le sommet du climatique de Nairobi. C'est une longue période et nous avons donc tout le temps pour trouver les solutions. Et beaucoup de mois vont s'écouler avant la prochaine COP28. Je suis sûre que nous pourrons trouver un accord si nous le souhaitons. Très bien. Je voudrais simplement ajouter un point à nous entendre les uns les autres. Je dirais que c'est un moment historique. Les 2 institutions, le FMI et la Banque mondiale, sont toutes les 2 menées par des personnes venues de marchés émergents, des personnes qui ont de l'expérience. Et dès lors, qui comprennent bien ce que ça veut dire que de se battre pour nourrir sa famille. Et Ajay, je crois que je m'exprimerai en notre nom à nous 2, nous avons une grande responsabilité entre les mains. Il faut que nous arrivions à vraiment construire des ponts entre le Nord et le Sud, entre les riches et les pauvres, et aider à mieux faire comprendre le fait que, au final, c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu. C'est de cela dont il est question. Et je ne crois pas que dans 10, 15, 20, 30 années, si nous laissons un monde invivable, bien, je ne crois pas que nous serons jugés avec manséitude. Donc, prenez vos responsabilités, prenons nos responsabilités. Ne montrons pas les uns les autres du doigt. Non, donnons-nous la main. Ce n'est qu'en nous donnant la main que nous pourrons faire avancer les choses et changer la donne. Je vais à présent inviter Marc à bien vouloir venir nous présenter l'initiative du secteur privé. Bienvenue. Merci, monsieur. Okay. Hello. Okay. Are we presenting? On la présente maintenant? Parfait. Tout d'abord, Monsieur le Président, je vous remercie pour votre leadership, relentless leadership on these issues. It makes a massive difference. merci beaucoup. Ça change tout. Kristalina, Monsieur le Président, Ajay, merci d'avoir accepté cette mission. Merci de cette initiative dont nous parlons. Elle a été lancée ici, maintenant. Il s'agit d'un laboratoire de financement privé
Banque mondiale, secteur privé, c'est du développement et de l'application. La Banque mondiale va faire l'application et au cours des 6 prochains mois, ce que nous allons faire avec ma coprésidente derrière moi, nous allons travailler sur les pratiques exemplaires au sein de la Banque mondiale. Il y en a beaucoup et dans le système de développement dans son ensemble, des bonnes pratiques qui peuvent faire ce que le président a indiqué dans ses remarques liminaires aujourd'hui. Il s'agit vraiment d'augmenter de manière massive le financement privé et c'est aussi un appel au secteur public, vous l'avez dit, pour qu'on ait justement la manière d'augmenter aussi les fonds publics. Et enfin, il s'agit que ce système soit lié à la révolution qui a lieu au sein du secteur financier mondial, parce que, évidemment, comme on l'a dit, dans la gestion des actifs financiers, les banques, on essaie de trouver des actifs qui fassent partie de la transition. Et les institutions internationales financières, le FMI, la Banque mondiale, on a parlé des JETP, les partenariats pour la transition énergétique juste. On a parlé au Kenya. Eh bien, c'est ce que nous allons faire avec ce laboratoire. Je donne la parole à ma coprésidente. Trishi. Oui, merci. Merci à chacun et chacune d'entre vous. Merci, Monsieur le Président. Merci, Emmanuel Macron. Merci, Ajay et Marc, de votre leadership. Alors, on a déjà beaucoup parlé de la mobilisation du secteur privé, mais finalement, on en parle beaucoup plus que l'on n'agit. Et je dirais qu'il y a eu de nombreux rapports publiés, beaucoup d'idées, beaucoup de propositions, beaucoup de choses que nous savons qu'il faut choisir. Il y a beaucoup d'auteurs de rapports ici, auteurs d'idées aussi dans la salle. Et il nous s'agit maintenant d'agir. Il s'agit de faire en sorte que les recommandations se transforment en actes. Ça n'est pas facile. Ça fait 40 ans que je travaille dans le secteur public, le secteur privé. Ça n'est pas facile parce que nous demandons au secteur privé de financer des biens publics mondiaux, sans parler des taxes qui ont été évoquées, et soit à grande échelle et rapidement. Nous demandons au secteur privé de dépasser des défaillances de marché pour changer la manière dont la FMI, la Banque mondiale, le secteur privé travaillent, la manière dont ces organisations, ces entreprises travaillent depuis des décennies dans des structures de gouvernance qui ne sont pas toujours adaptées, on le sait. Donc c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais je crois que son exercice de fixation de priorité d'Ajay, qu'il a fait très tôt, tout cela a été source d'inspiration pour moi. Il s'agit de lever des obstacles et c'est la raison pour laquelle je suis ici. Le laboratoire va appuyer cette initiative. Je me réjouis de travailler avec Marc, avec Ajay, avec de nombreux collègues du secteur privé afin de faire en sorte que les promesses, les engagements se concrétisent véritablement. Je vous remercie. Merci. Oui. Alors, la raison pour laquelle nous avons lancé cela, c'est parce que j'ai l'impression que pour mobiliser le secteur privé rapidement, de toute urgence, c'est important. Je ne veux pas qu'il y ait encore un groupe de personnes qui se réunissent pour rédiger un rapport qui sera publié à la fin de l'année. On n'en fera rien. Non, ça n'est pas ça. Moi, je ne veux pas de mots. C'est la raison pour laquelle nous allons nous réunir tous les mois avec une toute petite assemblée. Nous serons assez peu nombreux, mais avec assez de compétences, d'expertise dans la salle, donc pas trop grand, pas trop petit, parce que sinon on arrive avec un comité qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Ils vont nous donner quelques idées chaque mois. Nous allons essayer. Ce qui ne fonctionne pas, on leur dira ça ne marche pas. Ce qui marche, on leur dira c'est bien. Et à la fin de l'année, s'ils nous ont donné 20 idées et que 5 fonctionnent, eh bien nous serons gagnants. C'est ça l'idée de ce laboratoire. Et je crois que c'est la raison pour laquelle Marc et Trishi peuvent vraiment faire en sorte que cette initiative soit couronnée de succès à la Banque mondiale. Et si nous avançons, peut-être que nous arriverons à avancer un peu dans le sens que vous avez dépeint. Donc merci beaucoup. Merci encore. Thank you very much. Merci, merci infiniment. Nous n'avons plus beaucoup de temps, mais je voudrais simplement dire quelques mots pour conclure cette table ronde en vous remerciant
Marc et critique de cette présentation. Merci de la présentation de cette nouvelle initiative avec la Banque mondiale. Alors, si j'ai bien entendu, les universitaires ce matin nous a dit qu'on arrivait à l'engagement de 100 milliards pour le climat. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? C'est une première étape en tout cas. Nous arrivons à atteindre 100 milliards de dollars de réaffectation de DTS. C'est l'objectif, mais il faut être sûr que ce ne sera pas sous réserve de quoi que ce soit ou d'un vote ou autre. Et si certains pays sont bloqués par leur propre Parlement, il faut qu'ils trouvent un moyen de donner une compensation budgétaire ou un autre engagement pour obtenir l'équivalent de ces DTS. Troisièmement, il faut que nous assurions un suivi sur le RST, sur le PRGT, et je crois qu'il faut également assurer un suivi, vous l'avez dit aussi, sur les autres initiatives, et il nous faut davantage de fonds. Pour la Banque mondiale, nous sommes bloqués aujourd'hui, si on est honnête, parce que d'une part, les actionnaires disent nous allons refuser toute recapitalisation s'il n'y a pas de réforme, et la réforme est compliquée. Donc ce que je vous propose, c'est de dire que nous avons besoin d'une feuille de route ambitieuse dans laquelle nous disions essayons vraiment d'optimiser les choses. Pour chaque dollar investi par la Banque mondiale, nous obtiendrons $1 du secteur privé. C'est le levier qu'il faut que nous arrivions à activer. Il faut se concentrer là-dessus. Il faut que ce soit notre cible pour optimiser les choses. Si nous y arrivons en tant qu'actionnaires, il va falloir que nous nous engagions à accepter. Moi, c'est $5 pour ma cible. Ça, c'est ma cible. Je ne peux pas vous dire quel sera le calendrier, mais je peux vous dire d'ores et déjà que si vous attendez 1 à 1, ça ne marchera pas. Non, mais aujourd'hui, bon, je vais être honnête, pour beaucoup d'actionnaires, l'argument principal est de dire parfois, quand on est à la Banque mondiale, le secteur privé s'en va. Et c'est ça le point de départ, honnêtement, on part de là. Personne ne m'a dit que je n'étais pas... Personne ne me fait le reproche d'habitude de ne pas être ambitieux. Si vous me dites qu'il faut 5 pour 1, ça me va, bien sûr. En tout cas, je vais sous le contrôle des personnes présentes dans la salle. Si c'est 5 pour 1, parfait. Vous avez en tout cas mon engagement sur le fait que nous accepterons une augmentation de capital doublée. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous faire le calcul, c'est 100 milliards. C'est-à-dire que si on les mobilise bien, on arrivera à obtenir 100 milliards de plus du secteur privé. Si on fait ça pour arriver à combler le fossé qui a été évoqué par le secrétaire général ce matin, eh bien, il faudrait doubler le capital de la Banque mondiale. Et si on a la participation de chacun, eh bien, nous arriverons à obtenir ce qu'il faut que nous obtenions. Donc, il faut se concentrer à la fois sur l'optimisation de ces investissements privés. C'était 1 pour 2. Déjà, nous nous faciliterions la vie. Et puis, accompagnons cette réforme d'une augmentation de capitaux. Je pense que ce sera un effort formidable. Troisièmement, il faut que nous intégrions dans la restructuration de la dette un critère sur la vulnérabilité face au climat. On le fait à l'échelle nationale, il faut le faire au niveau de la Banque mondiale et du FMI. Nous ne l'avons pas encore dit, mais c'est absolument indispensable pour les conclusions de ce sommet. De plus, une meilleure coordination, vous avez commencé à l'évoquer. Je crois que comme nous avons déjà pris du retard, on peut dire rapidement que nous avons négocié un document commun et une meilleure coordination est indispensable pour renforcer les synergies entre la Banque mondiale et le FMI, entre les différents véhicules qui portent des acronymes formidables, vous l'avez dit, afin d'être encore plus efficaces et creuser et combler le fossé qui a été évoqué par William. Alors pour la restructuration de la dette, je suis d'accord avec vous, nous avons négocié un très bon cadre. La Zambie, grâce à de nombreuses personnes ici, on va réussir à obtenir des résultats très clairs, concrets pour la Zambie maintenant. Si vous souhaitez un dispositif de la restructuration de la dette efficace, je vais être aussi clair
clair que pour la capitalisation de la Banque mondiale et du FMI, il nous faut la Chine. Personne n'acceptera de restructurer la dette si c'est simplement pour s'endetter davantage par rapport à la Chine. Donc il faut un cadre mondial commun négocié au G20. La Chine a les clés entre les mains. Si on a l'Europe, la Chine, les États-Unis, eh bien on y arrivera. Nous avons accepté par le passé, vous savez, c'est vrai pour le Kenya, de faire des efforts pour que vous soyez un peu plus indépendant de la Chine. Mais bon, écoutez, je suis vraiment très franc, mais c'est la raison pour laquelle ce cadre commun, et bon, les autorités chinoises ont accepté en Zambie de renégocier. Maintenant, il faut mettre ça en œuvre, mettre en œuvre le cadre commun et grâce à l'engagement de la Chine. Je suis tout à fait d'accord avec vous quant à la fiscalité. Ici, vous êtes dans un pays qui est vraiment à la limite technologique en termes de fiscalité. Nous avons des taxes ici sur le transport aérien, une taxe sur les transactions financières. Nous avons mis en œuvre les deux en France. Alors parfois, on était un peu seul, on s'est senti seul, donc bon, pas toujours facile. Mais en tout cas, je suis un fervent adepte de la mondialisation de cette fiscalité-là parce que, honnêtement, ça me rendra la vie plus facile. Parce que lorsque nous proposons quelque chose, alors nous démarrons, mais finalement, quelques mois après le sommet, on se trouve tout seul, on regarde derrière soi, puis on se rend compte que les autres n'ont pas suivi. Donc je vous propose de mondialiser au moins ces deux taxes. Et je pense que c'est très important pour le transport maritime. Il n'est pas du tout taxé, ce secteur-là. Et vous voyez, si par les organisations internationales, on accepte de taxer même à un niveau très faible le transport maritime, eh bien, il faudrait utiliser ces fonds pour le climat. C'est très important. Donc, davantage d'engagement de la part des gouvernements, plus de mobilisation du secteur privé, une meilleure fiscalité. Et j'ajouterais un point pour accompagner ces efforts. Il nous faut, je le pense, j'en suis convaincu, d'ailleurs, ça fait partie de votre programme, chers amis, il nous faut une politique fiscale plus durable, plus sensible, plus efficace de la part des pays émergents et en développement. Parce que parfois, vous aussi, il faut que vous taxiez les entreprises qui engrangent des bénéfices dans vos pays respectifs. C'est une approche pragmatique, mais c'est comme ça que nous pourrons combler le fossé. Donc, nous avons eu des annonces aujourd'hui, des engagements, des lancements d'initiatives importantes. Nous avons un document qui est en cours de négociation avec la signature de tous les actionnaires. Ce sera l'une des conclusions importantes du sommet. Je remercie toutes les équipes qui y travaillent. Et nous allons faire figurer cela sur une page. Engageons-nous ensemble au niveau des dirigeants. Donc sur une page qui sera diffusée. Et d'ici demain, d'ici la fin de ce sommet, je vous invite à nous engager sur ces quelques chiffres. William, dernier mot de la fin pour vous. By the way, France has been phenomenal. Alors la France a joué un rôle incroyable en ce qui concerne les droits de tirage spéciaux. Ils ont été en première ligne et merci beaucoup. Vraiment, nous apprécions. Ce que nous disons, c'est un petit peu différent. Alors ce que vous dites, c'est très bien, mais c'est un petit peu différent. Nous ne disons pas que nous allons continuer. Alors, les impôts que nous payons, les impôts que les Français payent, ce sont des questions nationales, d'ordre national. Nous avons besoin d'une taxe de transactions financières au niveau mondial. Et même les pays comme le Kenya paieront. Comme je l'ai dit, nous ne voulons pas qu'on nous offre quelque chose de gratuit. Nous ne voulons pas être à votre charge, sous prétexte que vous avez une économie plus forte. Nous allons payer proportionnellement à notre économie. Et nous voulons que ces ressources soient contrôlées, non pas par la Banque mondiale et le FMI, parce que c'est vous qui avez le dernier mot. Nous n'avons pas voix au chapitre. Nous voulons une organisation à égalité, où nous avons voix au chapitre à égalité, parce que vous payez, mais nous payons également. Voilà l'organisation que nous appelons de nos voeux. Et c'est pourquoi je dis que nous avons besoin d'une nouvelle architecture financière mondiale, où
où la gouvernance, où le pouvoir n'est pas entre les mains d'une poignée de gens. Nous pouvons être d'accord sur la gouvernance des institutions, sur le partage du pouvoir, pour que chacun puisse avoir accès aux ressources et pour promouvoir les énergies renouvelables. Nous avons investi dans la décarbonisation et adaptation, atténuation, agriculture intelligente. Troisièmement, restaurer notre planète, réparer notre planète et nous assurer que les pièges à carbone fonctionnent. C'est ce que nous disons. Et vous nous avez montré une certaine compréhension, vous avez manifesté une certaine compréhension à notre égard. Si nous pensons que la situation actuelle doit perdurer, nous n'obtiendrons jamais de résultats. Nous allons régresser au lieu d'avancer. Et le système d'échéance ne va pas régler notre problème. Nous avons beaucoup plus gros problèmes que le problème des échéances de remboursement. Alors, si vous le permettez, je souhaiterais vous répondre. Oui, mais attendez, je voudrais terminer d'abord. Lorsque AG nous a parlé de 1 pour 5 ou 1 pour 1, mais alors qui est 1 et qui est 5? Qu'est-ce que ça représente 1 ou 5? Le secteur privé? Le secteur privé? 5 $ pour le secteur privé pour chaque dollar qui vient du secteur public. Mais Ajay, comment est-ce que vous allez persuader le secteur privé de consacrer de l'argent au bien public? Ça ne va pas leur apporter des bénéfices. Persuadez-moi, mais moi je ne le pense pas. Alors, on manque un peu de temps ici, mais il y a tout un débat pour savoir qu'est-ce qui serait consacré à l'atténuation, à l'adaptation, quelle serait la part que le secteur privé serait prêt à prendre en charge, la part accordée aux énergies renouvelables. Moi, je suis sûre qu'avec ce groupe, nous réussirons à résoudre ces problèmes. Alors, mon objectif, c'était 1 pour 1. Et c'est faisable, parce que... Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Moi, j'aime bien les gens audacieux, les gens ambitieux, et donc je vous ai bien compris. Nous avons une fragmentation des instruments actuellement, donc les risques ne sont pas en diminution. Mais cela nécessiterait une session séparée, un débat séparé. Alors, en ce qui concerne ce que vous avez dit, et ce sera ma conclusion, je ne connais pas de pays qui accepterait que des gens soient taxés, imposés, si cela n'a pas fait l'objet d'un vote. Moi, je suis d'accord pour avoir une imposition mondiale, mais cela relèvera du vote de chaque Parlement national. Il ne peut pas y avoir de taxe mondiale sans un vote de chaque Parlement national. C'est une question de souveraineté, William. Alors, je suis totalement d'accord avec votre objectif. J'ai commencé à le faire, mais il ne s'agit pas d'une nouvelle gouvernance mondiale. Il faut accepter que votre population et vos entreprises soient taxées par qui au niveau mondial? Ça n'existe pas. Il faudra que vous passiez au vote parlementaire sur ce point. Ce sera une taxe mondiale, bien sûr. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Deuxièmement, la meilleure manière de trouver une solution, c'est une réforme de l'FMI et de la Banque mondiale. Il faut que ces deux institutions soient davantage adaptées au monde actuel. Et je suis totalement d'accord avec la nouvelle architecture proposée ce matin par le secrétaire général des Nations Unies. Ne créons pas une nouvelle architecture, transformons celle qui existe actuellement. Enfin, ce dont nous discutons actuellement, bon, ça fait quand même pas mal d'années que je m'occupe de ces questions, mais il ne s'agit pas de statu quo. Lorsque vous proposez 650 milliards d'augmentation de capital, pas mal de gens auront leur mot à dire. Lorsque nous avons parlé de 100 milliards il y a 3 ans, ça a fait du bruit. Et le fait que nous mettions la dernière main à cette proposition, ça ne fait pas partie des affaires courantes. Parce que sinon, quel est l'objectif de notre décision? 100 milliards, c'est déjà pas mal. Si nous concrétisons les décisions que nous voulons prendre, c'est une énorme transformation que nous allons mettre en œuvre. Mais je suis d'accord avec vous, nous avons besoin d'une transformation de notre gouvernance mondiale. Ça, c'est sûr.
Et nous avons besoin d'une gouvernance du FMI et de la Banque mondiale qui reflète ce nouveau monde et cette nouvelle démographie. Donc, nous allons passer aux sessions suivantes. Nous pouvons bien sûr en reparler ce soir et demain, mais nous sommes déjà très en retard. Merci à tous.